Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de l'Eldorado, la chimère des conquistadors, Guatavita, la cité des Césars, Trapalanda, les sept cités d'or ou encore la Serra de la Plata. Tous furent des lieux mythiques qui motivent la recherche de l'impossible. Vous voulez en savoir plus sur la quête de l'Eldorado? Venez avec moi. La quête des deux grands empires américains précolombiens, en particulier celui des Incas, dont la civilisation et la richesse dépassent toutes les espérances de tous les conquistadors, fut à l'origine d'innombrables récits, certes quelquefois enjolivés par des imaginations fertiles qui se répandent à travers l'Europe, conférant à tous ceux qui pouvaient venir d'Amérique un exotisme particulier synonyme de richesse abondante. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la moindre insinuation, le plus simple conseil ou le récit le plus halluciné évoque des trésors ou des civilisations regorgeant d'or, eût été pris au sérieux, au point de transformer en vérité ce qui n'était rien qu'une tradition ou une légende indienne, et de susciter la folie de certains aventuriers qui organisent ou rejoignent des explorations à la recherche d'un trésor qui n'avait jamais existé. La légende qui attire le plus d'Espagnols et d'Européens fut sans doute celle de l'Eldorado. Celle-ci provient d'un récit autochtone qui mentionnait un cacique, Chipcha, seigneur des terres qui entourent le lac de Guatavita. La tradition orale avait conservé l'histoire du seigneur de Guadavita qui, pour punir sa femme de son adultère, lui inflige de telles tortures qu'elle se suicide avec sa fille en se jetant dans les eaux du lac. Le cacique, repenti, demande conseil au sorcier de sa tribu, qui lui persuade que sa femme et sa fille vivent au fond du lac et qu'il devait les contenter chaque année en leur portant de l'or en offrande. Ainsi, tous les ans, le prince, revêtu de pièces d'or et de pierreries, s'immerge dans le lac, cette histoire mêlée à une autre, sans doute de semblable origine, selon laquelle un cacique de la région se recouvrait de térébenthine et de poudre d'or avant de se jeter dans le lac, fut conté à Sébastien de Benalcázar en 1536 au nord du Pérou. C'est ainsi que débute la folie de la quête de l'Eldorado. Jiménez de Quesada, conquérant du territoire des Chibacha, la plus grande civilisation amérindienne après les Aztèques et les Incas, investit toute sa fortune dans la recherche du prince doré, dont tout le monde parlait, en vain. Benalcázar arrive sur les plaines de Bogota en même temps que Jiménez de Quesada, qui vient de conquérir le territoire des Chibacha, troisième civilisation la plus importante du continent américain. Peu après, l'Allemand Nikolaus Federmann arrive au même endroit, épuisé par un périple très difficile depuis le Venezuela. Les trois hommes ont été attirés à cet endroit par la légende, prêts à poursuivre leur quête de l'Eldorado. Après avoir fondé la ville de Santa Fe de Bogota, les trois capitaines se rendent en Espagne pour réclamer leurs droits. Le mythe fut dès lors sur toutes les lèvres et aucun conquistador disposant de moyens nécessaires et en possession d'une licence n'eut plus d'autre quête que celle-ci. En 1559, Jiménez de Quesada, poussé par sa vieille ambition, équipe une armée de 300 cavaliers, 1000 hommes à pied et 1500 porteurs indiens afin de partir à la recherche du trésor imaginaire. Pendant 3 ans, cette imposante expédition affronte toutes les difficultés. Les Indiens, les marécages, la cordillère gelée, les plaines désertiques, la faim et les mutineries. Seuls survivent 74 soldats, 4 Indiens et une centaine de chevaux. L'unique succès de l'entreprise fut la fondation de Santa Agueda de la Gali, le vieux Quesada qui avait été jadis l'un des plus riches conquistadors grâce au fabuleux trésor qu'il avait volé au Chibacha, ne termine l'aventure qu'avec une dette de 200 000 pesos d'or, hein. Épuisé, ensuite, il se retire dans sa propriété de Suseca, près de Bogota, noyant ses peines dans l'écriture et maudissant la légende du cacique de Guadavita. En 1540, Gonzalo Pizarro et Francisco de Orellana s'enfoncent dans la région des fleuves Napo et Marrano, à la recherche du pays de la cannelle, également motivé par les récits de l'explorateur Gonzalo Díaz de Pineda, qui assure que le célèbre prince doré se trouvait bien dans cette épaisse forêt. Après le formidable exploit d'Orellana, qui navigue jusqu'à l'embouchure de l'Amazone et son retour en Espagne, beaucoup pensent que la forêt ou le grand fleuve devait abriter le cacique recherché. En 1559, Pedro de Ursúa fut nommé gouverneur d'Omanga et de l'Eldorado. Un an plus tard, il pénètre avec son expédition dans la forêt et les eaux amazoniennes, partageant avec l'aube de Aguirre une des aventures les plus absurdes et les plus insensées d'Espagne sur les continents américains.
Presque toutes les expéditions qui furent entreprises dans le delta de l'Orénoque et en Guyane étaient motivées par la recherche de l'Eldorado. En 1531, Diego de Ordaz, conquistador resté légendaire pour des exploits comme celui d'avoir repoussé avec moins de 100 hommes l'attaque de 30 000 Indiens, ou d'avoir gravi le Popocatépetl pour pénétrer dans son cratère et extraire du soufre afin de fabriquer de la poudre. Il entra sur les terres situées entre le cap de la Vela et l'embouchure de l'Amazone, alors appelée fleuve Marronne. En dépit de son aura épique et de son armée de 500 hommes, il n'obtient lui aussi aucun résultat. À la mort d'Ordaz, son lieutenant Geronimo de Hortal se rend en Espagne et réclame ses droits pour succéder à son chef et poursuivre la recherche de l'Eldorado. Sa licence obtenue en 1535, il remonte à pied l'Orénonque jusqu'à atteindre son affluent, le Rio Mata, mais ne réussit guère à progresser bien au-delà. Malade et accablé, il finit par abandonner définitivement ses rêves d'or. La tentative suivante fut entreprise quelques décennies plus tard, en 1567, par Diego Fernandez de Serpa. Il s'enfonce dans les terres des Indiens Kumagog, où il pense établir une base d'appui en fondant Ciudad de los Caballeros. Ceci fut son unique réalisation car les Indiens et la nature eurent raison de son expédition, et lui-même perd la vie lors de la bataille d'El Carrizal en 1570. La dernière grande odyssée à travers les bouches de l'Orénonque fut marquée par Antonio de la Hoz Berrio. Le conquistador avait déjà 70 ans lorsqu'il hérita de son épouse des droits ayant appartenu à Jiménez de Quesada, qui lui permettait d'explorer l'embouchure de l'Orénonque à la recherche de l'Eldorado. Son aventure débute en 1580. Il passe en vain 17 mois sur les terres marécageuses et dans les forêts bordant le fleuve. Sa deuxième tentative se solde par un peu plus de 2 années folles dans la forêt amazonienne, dont il ne ramena que quelques informations contradictoires fournies par les Indiens à propos de mines fabuleuses, de royaumes et de cités d'or, mais sans aucune certitude. Lors de son troisième essai en 1590, il descend l'Orénonque avec 120 hommes, la moitié d'entre eux en canoë et l'autre à terre avec 200 chevaux. Pendant un an, il essaye de trouver un passage à travers les montagnes, mais la saison des pluies le retient sur les rives inondées du fleuve, tandis que la peste et les désertions déciment peu à peu ses troupes. Las des abandons, et afin d'écarter toute possibilité de retour, Berriot ordonne de tuer tous les chevaux dont la viande fut consommée. Au bout de 18 mois de calamité, il décide d'abandonner son projet. Il ne lui reste alors que 50 hommes, dont 35 malades. La nouvelle de cet échec se propage à travers la Nouvelle-Grenade et suscite l'intérêt de Domingo de Vera, qui en 1592 recrute 3 douzaines de soldats et se présente sur l'île de Margarita, près des côtes du Venezuela, en proposant ses services à Berrio. La folie des deux hommes les pousse à mettre sur pied une nouvelle expédition. Vera s'embarque sur l'Orénonque avec une petite avant-garde de 35 soldats et revient un mois plus tard avec 10 hommes en moins, mais en affirmant avoir trouvé l'Eldorado. Il apporte avec lui une preuve irréfutable, de l'or en bonne quantité. La nouvelle provoque un véritable délire. On ne parle plus que du métal jaune et de la mythique cité. Et jusqu'en Angleterre, où plusieurs corsaires britanniques commencent à préparer des incursions vers Trinité. Parmi eux, Walter Raleigh, qui se présente à San José en 1594, dévaste et incendie la ville et arrête Berrio. Raleigh remonte l'Orénonque et cherche pendant une semaine ce que les Espagnols avaient désiré pendant un siècle, mais avec peu de succès. L'histoire du corsaire anglais renforce la légende et la réputation d'Antonio Berrio. Philippe II lui-même apporte 70 000 ducats pour financer une nouvelle expédition, tandis que des centaines de volontaires faisaient la queue pour s'enrôler à Séville. À Pâques 1595, 28 bateaux et plus de 1500 hommes arrivent dans le golfe de Paria, face à Trinité. Toutefois, l'expédition avait joué de malchance dès le début. En sortant de la baie de Cadix, elles avaient été attaquées par Raleigh, ce qui entraîne la perte de plusieurs navires et retarde le départ. À l'issue de la traversée de l'Atlantique, les bateaux accostent sur l'île de Trinité, où ils ne trouvent ni provisions ni lieu adapté pour nourrir ou loger autant de monde. La capitale, San José, compte à peine 20 maisons de paille et d'argile, et Puerto España n'est qu'une embarcadère de petits pêcheurs. Affamés, les Espagnols dévastent les villages des Indiens qui se vengent en tentant des embuscades à toutes les expéditions de reconnaissance qui remontent le fleuve Orénonque.
400 Espagnols y laissent la vie. Viennent ensuite les rébellions, les désertions et les querelles internes. Au final, à la hauteur de la folie du métal jaune. Les références à la cité mythique de l'Eldorado dans les œuvres sont présentes notamment dans les romans, les poésies, la bande dessinée, la peinture, la musique ou le théâtre, sont extrêmement nombreuses. Par exemple, dans la bande dessinée Un dernier seigneur pour l'Eldorado de 1998, Picsou part à la recherche du trésor de l'Eldorado. Hernán Cortés, le conquérant de l'Eldorado, est un roman historique écrit par Roger Vaillant, qui paraît d'abord sous forme de feuilleton en 1941 dans le journal Paris Soir. On trouve également Le Masque de Zorro, film d'action et d'aventure sorti en 1998. Les mystérieuses cités d'or, adapté du roman La Route de l'Or, une fiction historique qui met en scène la découverte de l'exploration de l'Amérique à l'époque des grandes découvertes. Bien que l'intrigue de la série se déroule au XVIe siècle, elle intègre des éléments fantastiques et de science-fiction, et présente également des lieux et des cultures réelles des Amériques, notamment des civilisations précolombiennes. Elle s'appuie également sur des personnages historiques, notamment Fernand de Magellan, Francisco Pizarro ou la Malinche. Un court documentaire succède à la fin de chaque épisode, permettant aux téléspectateurs d'approfondir ses connaissances sur un thème particulier de l'épisode qu'ils viennent de voir. On trouve également référence dans l'Eldorado, dans Uncharted Drake Fortune, un jeu vidéo développé par le studio américain Naughty Dog sorti en 2007 sur PlayStation 3. Comme on l'a vu, le mythe de l'Eldorado est apparu dans la région de Bogota en 1536. Il a rapidement été relayé par les conquistadors espagnols qui ont cru sur la base du récit du voyage de Francisco de Orellana par Gaspard de Carvalho dans le cadre du mythe plus ancien des 7 cités d'or qui est aussi largement diffusé à l'époque chez les conquistadors. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.